Bonjour à tous et à toutes de vous joindre aujourd'hui à ce webinaire. Bienvenue à ce webinaire de Cœur AVC intitulé Fatigue post-AVC composée avec le rétablissement et la vie quotidienne. Je m'appelle Elisabeth Obregon et je serai la modératrice d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le webinaire, voici quelques messages techniques. Vous pouvez utiliser les fonctions audio de votre ordinateur pour assister au webinaire d'aujourd'hui. Si vous préférez écouter le webinaire avec votre téléphone, vous n'avez qu'à cliquer sur Appel téléphonique ou Appelez-moi et suivre la directive à l'écran. Vous pouvez aussi poser des questions à tout moment durant le webinaire. N'hésitez pas à les écrire dans la fenêtre questions-réponses. Nous y répondrons pendant la période des questions à la fin du webinaire. Enfin, ce webinaire sera enregistré et accessible sur le site suivant: la chaîne YouTube de Cœur AVC, le site web de Pratique Optimale des soins de l'AVC de Cœur et AVC. Nous tenons d'abord à reconnaître le peuple autochtone de tous les territoires sur lesquels nous nous y trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons par l'entremise d'une plateforme virtuelle, nous souhaitons prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons comme notre patrie. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis, Premières Nations, qui considèrent cette terre comme leur patrie. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et l'accroissement de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Nous sommes réunis aujourd'hui en raison d'engagements communs envers l'équité, y compris l'équité et réconciliation en santé. Je vous invite à réfléchir à ce que cette phrase signifie pour vous, votre travail et votre vie. Voici les objectifs d'apprentissage d'aujourd'hui. C'est d'expliquer ce qu'est la fatigue post-AVC, en quoi elle diffère de la fatigue générale, y compris ses caractéristiques courantes, sa prévalence, ses facteurs de risque, et, et aussi de reconnaître les signes de la fatigue post-AVC, ses répercussions possibles sur la vie quotidienne, sur le rétablissement, la participation, la santé mentale, le travail et les relations, en s'appuyant à la fois sur des perspectives cliniques et de l'expérience vécue. Et également, c'est de trouver des stratégies concrètes pour gérer la fatigue post-AVC, notamment des approches de prise en charge autonome, des mesures de soutien à la réadaptation et stratégies de communication avec l'équipe soignante, famille, collègues et employeurs. Et aussi de réfléchir au vécu des personnes vivant avec les séquelles d'un AVC et à la fatigue post-AVC afin de mieux comprendre leurs besoins et perspectives uniques et de discuter des conseils et de stratégies du point de vue d'une personne ayant vécu une expérience vécue d'un AVC. J'aimerais vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Aïcha Khan détient un baccalauréat en ergothérapie de l'Université McGill ainsi qu'une maîtrise en pratique de la réadaptation de l'Université Sherbrooke. Elle a consacré la majeure partie de sa carrière clinique à la réadaptation des personnes ayant subi un AVC, développant ainsi une expertise particulière dans l'application et le transfert des meilleures pratiques en soins de l'AVC. Elle a notamment contribué à des travaux de portée nationale liés aux recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC. Depuis 2019, elle est conseillère cadre à la pratique professionnelle à la direction de la réadaptation des services multidisciplinaires du Santé Québec du centre-ouest de l'île de Montréal. À ce titre, elle soutient des équipes interdisciplinaires dans l'amélioration de la qualité des soins et la mise en œuvre de pratiques exemplaires. Elle continue de contribuer à diverses initiatives locales et nationales visant à promouvoir les meilleures pratiques tout au long du continuum de soins de l'AVC. En 2024, il y a un peu plus de 2 ans, Marie-Hélène Dubé a survécu à un AVC. Amoureuse de voyage et de croissance personnelle, elle habite à Montérégie avec son mari et ses 2 lapins. Elle terminera bientôt une formation en coaching personnel, le grand défi que s'est lancé après son AVC. Nausicaa Lakena Our est une infirmière de profession. Elle a commencé sa carrière sur l'unité de neurosciences et s'est vite passionnée pour les soins auprès des personnes ayant suivi un AVC. Elle a ensuite travaillé comme infirmière à la clinique de prévention secondaire en AVC. Depuis un an, elle est conseillère cadre en soins infirmiers par intérim en neurosciences. Voici les divulgations de nos conférenciers, sont indiquées sur la diapositive.
Voilà. Je vais vous présenter brièvement le programme d'aujourd'hui. Alors, nous verrons ce qui est la fatigue post-AVC, ses causes, ses facteurs associés, quelles sont ses conséquences aussi. Nous verrons un témoignage d'une expérience vécue de la fatigue post-AVC. Nous verrons également le dépistage ainsi que la prise en charge et la conclusion. Je passe maintenant la parole à Nausicaa pour débuter la présentation sur la fatigue post-AVC. Merci Elisabeth et bonjour à tous et à toutes. Donc, qu'est-ce que la fatigue post-AVC? Tout d'abord, il faut mentionner qu'il n'existe pas une seule définition claire de la fatigue post-AVC car c'est une affection complexe et multidimensionnelle. Généralement, on peut la définir comme une sensation d'épuisement, de lassitude ou de manque d'énergie disproportionnée qui affecte la vie quotidienne. Cela peut impliquer plusieurs dimensions comme la motricité, la perception, la cognition et émotionnellement. Et la fatigue post-AVC ne s'améliore pas avec le repos. Quelques exemples, on peut se sentir fatigué après des activités physiques, après des activités demandant de la concentration ou de faire plusieurs tâches en même temps, euh, sentir qu'on n'est pas capable d'effectuer certaines activités dues à l'effort que cela pourrait requérir, de la fatigue, lorsqu'il y a beaucoup euh, de- pour gérer les demandes émotionnelles ou lorsqu'il y a des interactions exigeantes. Pour ce qui en est de la prévalence, cela varie beaucoup d'une étude à l'autre, dépendamment de la définition choisie pour la fatigue post-AVC et comment la mesure. Mais généralement, c'est accepté que 50% des personnes ayant subi un AVC sont touchées par la fatigue post-AVC. Un autre aspect important est que la fatigue post-AVC, elle n'est pas liée à la gravité de l'AVC. Donc, cela veut dire qu'une personne qui a un AVC très léger, aucune séquelle physique, elle peut ressentir le même niveau de fatigue post-AVC que quelqu'un qui a un AVC plus sévère. La fatigue post-AVC est une affection subjective et souvent invisible qui est très variable d'un individu à l'autre. Comme il y a un manque de manifestations claires, c'est souvent sous-estimé par les professionnels de la santé et aussi les proches aidants. Les personnes qui souffrent de la fatigue post-AVC disent souvent que c'est une des conditions les plus difficiles et frustrantes parce que les gens autour d'eux ne comprennent pas toujours la portée de leur fatigue. Les symptômes peuvent être catégorisés par symptômes subjectifs et symptômes objectifs. Les symptômes subjectifs, c'est vraiment qu'est-ce que vous ressentez. Donc, un sentiment d'épuisement prématuré, de la lassitude, une absence d'énergie, une aversion à l'effort. Pour les symptômes objectifs, serait la difficulté à effectuer des activités ou des exercices, la difficulté à se concentrer, donc une diminution observable et mesurable de ce que vous pouvez faire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une fatigue normale et une fatigue post-AVC? La fatigue normale, elle est causée par un surmenage, un manque de sommeil et ça s'améliore après le repos. Tandis que la fatigue post-AVC, elle n'est pas prévisible, elle est ressentie sans raison apparente, elle est persistante, excessive, il y a un manque d'énergie chronique, ça ne diminue pas après une période de repos et cela a un impact sur les activités de votre vie quotidienne. Si vous pensez souffrir de la fatigue post-AVC, il est important, dans un premier temps, de consulter votre médecin de famille ou votre professionnel de la santé, car il peut investiguer s'il y aurait d'autres causes à la fatigue, comme est-ce que c'est un médicament, avez-vous une infection, est-ce que vous souffrez d'anémie, d'apnée du sommeil. Donc, toutes des investigations qu'on peut faire avant de aller tout de suite à la fatigue post-AVC. Vous vous demandez sans doute ce qui cause la fatigue post-AVC. Malgré les nombreuses recherches réalisées, les causes exactes de cette affection complexe demeurent encore mal comprises.
Par contre, il existe plusieurs théories dans la littérature et voici quelques-unes. Donc, il y a la théorie que les lésions locales causées par l'AVC perturberaient les réseaux cérébraux complexes, ce qui pourrait altérer comment le système perçoit ou transmet les informations stimulées. Une autre théorie, c'est l'altération de l'excitabilité corticale. Donc, il y a eu des études qui ont été faites avec des simulations magnétiques transcrâniennes qui ont observé que chez les personnes qui avaient une fatigue post-AVC plus prononcée, mais qui n'avaient aucun déficit physique, ils avaient besoin d'une stimulation dans le cortex moteur plus élevé pour induire une contraction musculaire que chez les personnes qui ne souffraient pas de fatigue post-AVC. On a aussi la théorie populaire de la réponse inflammatoire et immunitaire. Il y a beaucoup d'études qui ont trouvé une association entre les marqueurs inflammatoires et la fatigue post-AVC. Malgré que l'on ne connaît pas la cause de la fatigue post-AVC, il existe plusieurs facteurs qui sont associés à la fatigue post-AVC. On a les déficits neurologiques, que ce soit physiques ou cognitifs. La personne va devoir faire un effort compensatoire plus élevé pour faire le même geste ou activité qu'il faisait avant. Il y a aussi des facteurs psychologiques. Les personnes qui ont la dépression ou l'anxiété post-AVC sont plus susceptibles d'avoir une fatigue post-AVC. À mentionner, la dépression post-AVC avec la fatigue post-AVC, ça peut mener à un cercle vicieux. Les symptômes de la fatigue post-AVC peut augmenter le sentiment de dépression qui, à son tour, peut diminuer la motivation et diminuer la participation à la réhabilitation, ce qui peut impacter la fatigue post-AVC. Donc, c'est important si vous ressentez des symptômes dépressifs de consulter. Et juste pour réitérer, encore une fois, vous pouvez souffrir de la fatigue post-AVC et ne pas avoir de déficit neurologique et ne pas avoir de dépression ou d'anxiété. Certaines études ont démontré une certaine corrélation avec certaines comorbidités et la fatigue post-AVC, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Aussi, les troubles de sommeil, comme l'apnée du sommeil, l'insomnie, pourraient être associés à la fatigue post-AVC. D'autres études ont vu que la douleur et la fatigue avant l'AVC, donc plusieurs semaines avant l'AVC, ça pouvait aussi être associé à la fatigue post-AVC. Et finalement, il y a l'âge et le sexe. Il y a une plus grande proportion de femmes qui ont la fatigue post-AVC. Ce n'est pas encore clair c'est quoi le lien. Pour l'âge, ça diffère selon les études. Mais il y a une des études qui ont vu que les personnes d'âge moyen ressentaient plus de fatigue post-AVC sévère, ce qui pourrait être dû à un plus gros fardeau psychologique dû à leurs rôles sociaux. Par exemple, ils peuvent être des parents pour des jeunes enfants, jeunes adultes et aussi proches aidants pour leurs parents vieillissants avec aussi les responsabilités financières. Suivant. Et la fatigue post-AVC a plusieurs conséquences. Donc, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à participer aux activités de la vie quotidienne, par exemple s'habiller, se nourrir, se laver, marcher. Chez certaines personnes, juste faire ces activités, ça va utiliser toute leur énergie et les laisser lessiver pour le reste de la journée. Aussi, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté pour plutôt les activités de la vie quotidienne, cuisiner, magasiner, faire le ménage ou s'occuper de ses finances. Ça va aussi limiter la capacité à participer pleinement à la réadaptation, ce qui pourrait entraîner une mauvaise récupération neurologique.
Chez certaines autres personnes, ils n'auront pas de difficulté à participer à ces activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique, mais c'est lorsqu'il y a des situations plus complexes qu'ils vont ressentir la fatigue post-AVC, comme le retour au travail, pratiquer ses loisirs d'avant, participer aux activités sociales, euh, et aussi, tout ça, ça va avoir un impact sur les relations sociales. Si les gens autour de vous, ils ne comprennent pas toujours l'ampleur de votre fatigue, ça va avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Il y a un risque plus élevé de placement en établissement et une augmentation du taux de mortalité. Je vais passer maintenant la parole à Marie-Hélène qui va vous partager son expérience vécue de la fatigue post-AVC. Merci. Merci, Nausicaa. J'ai appris beaucoup. Donc, en mars 2024, j'ai fait un AVC. C'était une surprise pour moi parce que j'avais 49 ans. J'étais en santé, je m'entraînais, je mangeais bien, mais c'est arrivé. Maintenant, ça fait 2 ans. J'ai une nouvelle amie, la fatigue. Elle se pointe quand bon lui semble. Est-ce que c'est un sujet qui résonne avec vous, les gens qui ont vécu un AVC ou les proches aidants aussi qui observent le tout? Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques expériences que j'ai vécues depuis mon AVC par rapport à la fatigue. Je ne suis pas une professionnelle, donc je vais certainement lire la majorité de mon texte. Je vais faire un effort d'être vivante, mais c'est ça. Donc, si vous me le permettez. Donc, j'espère sincèrement vous tenir éveillé. Donc, allons-y. Le retour à la maison, la lenteur apprise. Au tout début, après ma sortie de prison, de l'hôpital. Mes matins étaient lents et laborieux. Réveil tardif, vers 8 heures, et généralement, moi, je fais partie du club des 5 heures du matin. Je faisais partie, plus maintenant. Donc, ouais, c'était ma vie, ça. Mal partout. Je restais au lit avec mon téléphone. J'étais paresseuse. Ben, pas paresseuse, mais j'étais lourde. J'avais pas envie de me lever. C'était comme s'il manquait quelque chose jusqu'à 9 heures, facilement. Mon déjeuner était très lent. Je pouvais déjeuner pendant 1h30, prendre 2 cafés, tout doucement, profiter de la vie. Me laver aussi était lent, compliqué. Donc, j'étais jamais prête avant 11 heures du matin. Ça me prenait environ 1 heure et demie. euh, des choses que habituellement là, je réglais super rapidement. Ensuite, c'était mon dîner. Et puis, tout de suite après le dîner, une sieste. Euh, Puis je faisais des siestes le matin avant le dîner aussi, je m'excuse. Donc, c'est ça. Après ça, le dîner, puis une autre sieste à partir de 14 heures, qui durait 3 heures. Donc, je me réveillais environ vers 16 heures. J'avais plus d'énergie, je ressentais toujours un essoufflement constant, un brouillard dans mon cerveau. Je pouvais même pas lire une page de roman. Mon moral était bon malgré tout, grâce à ma famille, mes amis, mon mari, avec sa patience et son amour inconditionnel, on le voit là. Euh, donc, prochaine, la gestion des visites et le piège de la douleur. Donc, pour ce qui est des visites, je recevais des gens à la maison qui venaient me voir. J'étais heureuse de les voir. Par contre, ça me fatiguait beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, je demandais aux gens gentiment de pas rester longtemps et puis j'essayais d'espacer les visites pour pas que ça me fasse trop de gens parce que mon énergie, pouf, elle descendait vraiment en flèche à ce moment-là. Puis souvent, quand quelqu'un venait, puis que je voyais qu'il dépassait une demi-heure, je m'excusais, puis j'allais me coucher. Donc, les gens comprenaient très bien, puis ils étaient conscients de ce que j'ai vécu aussi. Petit à petit, ben, j'ai réussi à me lever plus rapidement, puis à être prête un peu plus tôt, donc il y a de l'espoir.
J'ai commencé à être un petit peu plus active aussi en faisant du ménage. Par contre, c'était très lent. Ce qui me prenait en général 2 heures me prenait 4 jours. Donc, c'est normal, c'est normal. Éventuellement, j'ai cessé les siestes du matin. J'étais correct. Par contre, celle de l'après-midi, quand elle arrivait après mon dîner, là, c'était comme, je peux plus rien faire. J'étais comme dans un brouillard, beaucoup de difficultés à me concentrer. Quand je parlais, les idées ne se suivaient pas. J'oubliais des mots, ce qui est très normal aussi. Euh, J'étais pas capable de lire. Éventuellement, oui, ça s'est rétabli, mais c'est comme si lire me mettait tellement dans un état zen que je m'endormais après. Par la suite, j'ai commencé à faire des marches pour me remettre en forme, puis c'était plus durant l'été, donc c'était pas dangereux à ce moment-là. Par contre, j'ai réalisé que j'avais un problème avec mon périforme, ce qui fait que c'est un muscle dans la cuisse, ce qui fait que ça me donnait de la douleur. Et puis, avec ma physio, tu sais, on pensait à des possibilités. On est convaincu que c'est à cause de l'AVC, là. Sauf que ça n'a pas été prouvé. Mais bon, la douleur, là, c'est fatigant. Donc ça, c'est quelque chose. Ça m'a tellement découragée parce que, tu sais, petit à petit, je voyais qu'il y avait des progrès, mais la douleur m'a vraiment découragée. Ma routine plus récente est le sentiment de dévalorisation. Lors d'une journée typique, j'essayais de me lever à 6 heures, mais c'était pas facile. J'y arrivais pas, j'étais trop fatiguée. Le temps de faire ma routine matinale, je suis jamais prête avant 10 heures, puis c'est pas mal encore le cas, je vous dirais. Il me reste environ 2 heures le matin pour être active et productive, sauf quand il pleut ou que le temps est gris. Donc, la lumière influence aussi personnellement à moi. Euh, Ensuite, le dîner, 14h30, urgence, sieste. C'est comme si j'avais de la buée dans les yeux. C'est très difficile pour la concentration. Donc, je mets une alarme pour 1 heure parce que là, si je mets pas d'alarme, ça s'éternise. Sauf que quand le réveil sonne, souvent, je laisse aller. Puis encore une fois, jusqu'à 16 heures. Pour ce qui est de me lever à 6 heures du matin, récemment, avant que j'écrive mon texte, j'ai parlé à mon ergothérapeute de ça et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Euh, Mets plus ton alarme à 6 heures si tu n'es pas capable de te lever à 6 heures parce que ça te fait déjà commencer ta journée comme si tu n'as pas été capable déjà en te levant de compléter une tâche. Donc, ce qu'elle m'a recommandé, c'est de mettre l'alarme au moment où naturellement mon corps se réveille, donc environ 7h30. Donc, c'est ce que je fais. Puis, ça m'arrive de me lever à 7h10. Puis, c'est vrai que ça l'a impacté là, au niveau estime de moi. Donc, ça. Donc, c'est ça. Quand je me réveille de ma sieste d'après-midi, je suis pas à 100%, ça c'est certain. Sauf que le petit truc du matin, encore, je reviens là-dessus, elle me dit, si tu n'es pas capable de te réveiller le matin, c'est parce que ton corps en a encore besoin, même après 2 ans. Donc, accepte-le, puis c'est correct, tu sais. Donc là, maintenant, j'ai fait du cheminement là-dessus, puis je l'accepte, puis tout ça. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés à me concentrer et à suivre la cadence de mes journées. Cela m'a causé beaucoup d'insatisfaction et de dévalorisation personnelle. Donc, pour me raccrocher, j'ai décidé de faire travailler mon corps et mon cerveau. Donc, j'étais une personne qui s'entraînait avant, donc j'ai repris l'entraînement à la maison. J'ai commencé avec un 20 minutes le matin et j'en suis maintenant à environ 30 minutes, environ 4 fois par semaine. Et puis, je me suis aussi inscrite à une formation en coaching. Donc, j'ai maintenant un but, apprendre et réussir un cours. Et savez-vous quoi? Je termine vendredi. Donc, c'est une grande célébration pour moi. Ça m'a permis de me refamiliariser avec mon ordinateur car j'avais tout oublié. C'était bien difficile au début. Je demandais souvent à mon mari pour des choses simples que j'avais la
l'habitude de faire régulièrement dans mon travail, j'avais tout oublié. Donc là, ça va vraiment de mieux en mieux. Puis grâce à mon cours, ma formation, j'ai appris aussi sur la communication non violente. Et cela m'aide beaucoup pour exprimer mes besoins d'une façon douce, mais d'une façon où c'est précis. Donc, mon entourage peut mieux comprendre. Je le recommande ça autant pour la personne qui a vécu un AVC que pour son entourage parce que c'est c'est magique en tout cas. Bon, je suis encore fatiguée, mais j'essaie de gérer plus efficacement. Voici ce que j'ai appris grâce à des lectures, des podcasts, ma neuropsychologue et mon ergothérapeute. M'écouter, ne pas attendre d'être trop fatiguée avant de me reposer. Je mérite de me reposer parce que j'ai vécu quelque chose de gros. L'art de faire la sieste sans culpabilité, c'est avant 15 heures. Et puis, si vous décidez de réduire vos espaces, vos moments de sieste, le meilleur, c'est 40 minutes. Puis il faut que ce soit fait avant 15 heures. Comme ça change pas trop le... En tout cas. Ce que l'entourage devrait savoir pour soutenir une personne qui vit avec un post-AVC, la patience et l'empathie sont de mise. Vous le savez déjà probablement. Euh, Puis comme je disais tantôt, il faut apprendre à formuler ses besoins de façon douce, puis de respecter ses limites. Puis je suggère fortement la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui est un spécialiste là, à ce niveau-là. Il y a beaucoup de vidéos, même en français, sur YouTube et des articles qui sont offerts en ligne, même des résumés parfois. Vous allez trouver des bonnes références avec ça. Mes piliers au quotidien, j'accueille les journées avec gratitude. Euh, Mon premier café, ouvrir les fenêtres, découvrir la température de la journée. Juste ça, ça me rend heureuse, même l'hiver. J'ouvre la porte l'hiver pour sentir l'air, là. Si je marche pas, tu sais, si je vais pas dehors marcher. Les petites choses qui rendent la vie joyeuse. Je bouge en toute confiance. Pardon, pas confiance, conscience. C'est-à-dire que je sais pas de me comparer à qui j'étais il y a 3 ans, disons. Je suis avec la façon que je suis aujourd'hui. Je suis encore en vie. Donc, ça, c'est un plus. J'ai des nouvelles limites, puis c'est juste question de les apprivoiser puis de les accepter. Puis c'est bien correct comme ça. Euh, Focussez pas sur le passé, mais ce que vous accomplissez à chaque jour. Puis c'est ça, la deuxième chance là, qu'on a d'être vivante. La perfection n'existe pas, ça c'était quelque chose, j'étais constamment à la recherche de la perfection avant, mais là, ça me passe bon, ça n'existe pas. Je célèbre les petites victoires, la nature, la musique, la vie. J'étais à un concert, euh, je pense que c'était le premier été ou le deuxième été après mon AVC, le deuxième été. Puis j'ai vu que j'avais eu une chirurgie, j'ai eu la chance d'aller dans une section spéciale. Donc j'étais vraiment comme wow, j'étais heureuse de ça. Puis c'était mon premier concert après l'AVC. Je garde mon sens de l'humour toujours. Ben ça c'est ma joie de vivre. C'est ce qui fait que mon entourage est encore là, je pense. Et puis, si vous abandonnez, ben, vous pouvez recommencer. Puis même si vous le faites pas une journée, c'est pas grave. Il y a toujours le lendemain. Mais c'est ça. Il y a aussi les bénévoles de Cœur et AVC qui sont là pour vous aider à trouver des ressources. Donc, c'est cela. Depuis que j'ai écrit ce texte-là, j'ai commencé d'avoir prendre des médicaments pour m'aider avec la fatigue. Et puis là, je suis au jour 7. Puis je peux vous dire que petit à petit, ça va bien. Donc, je fais de la place maintenant à Aïcha. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon courage.
Merci Marie-Hélène pour ce témoignage inspirant, ça m'a vraiment touchée, donc merci beaucoup pour ça. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette section, nous allons explorer plus la détection de la fatigue post-AVC et les stratégies de prise en charge. Donc, c'est sûr que nous reviendrons certainement sur certains éléments mentionnés par notre dernière présentatrice, Marie-Hélène. Donc, c'est ça, on commence avec la détection. La fatigue, je pense qu'on peut... Non, c'est vrai. OK, pour qui? Ouais, c'est ça. La fatigue post-AVC, c'est pas toujours facile à détecter. Donc, il est recommandé que toutes les personnes qui ont subi un AVC soient dépistées régulièrement pour la fatigue. Ce dépistage peut être fait par un membre de l'équipe de soins lors d'un rendez-vous de suivi, mais aussi par la personne elle-même ou par un proche. Il est recommandé de le faire à des intervalles réguliers. Ça peut être à 3 mois, à 6 mois et à 1 an. Donc, il est important que c'est fait régulièrement. Il y a nombreuses... suivante. On peut faire... Suivant. Il y a un nombre d'éléments à prendre en compte. Donc, vous voyez les symptômes, le sommeil, l'humeur, les médicaments, etc. Il existe aussi plusieurs outils de dépistage utilisés soit en clinique ou en recherche. Puis l'échelle qui est utilisée le plus suivant, le plus commun, c'est l'échelle de sévérité de la fatigue. Donc, ça, en anglais, c'est Fatigue Severity Scale. C'est également disponible en ligne et peuvent être remplis par la personne elle-même. Ce dépistage, c'est un dépistage, c'est pas une évaluation, ça ne pose pas un diagnostic, mais c'est un excellent point de départ pour vous et pour votre entourage et le membre de l'équipe de soins. Mais il est toujours possible que pour différentes raisons, un dépistage formel ne soit pas effectué. Donc, pour vous, comme personne qui a subi un AVC, n'hésitez pas de communiquer vos symptômes et vos inquiétudes à l'équipe de soins. Et de demander, vous pouvez même demander qu'ils vous examinent pour la fatigue. Ils peuvent peut-être effectuer un dépistage après ou poser des questions, n'importe quoi. Donc, important pour vous de prendre ça en considération et n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe. Comme nous l'avons mentionné avant, Oscar a mentionné, puis aussi Marie-Hélène, la fatigue post-AVC, c'est une condition complexe qui dépend de plusieurs facteurs. Donc, elle se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Ce qui fonctionne pour une personne, peut-être ne fonctionnait pas nécessairement pour une autre. Donc, notre objectif aujourd'hui, dans les prochaines diapos, c'est de vous donner des outils afin que vous puissiez trouver les stratégies qui vous conviennent le mieux. Donc, nous avons 10 stratégies qui ont démontré d'être bien bénéfiques pour la prise en charge de la fatigue. La première, c'est l'acceptation. Donc, accepter que ce que vous ressentez, peut-être c'est la fatigue post-AVC, et si oui, elle est fréquente après un AVC. Vous n'êtes pas seul. Puis pour plusieurs personnes, juste mettre un mot sur ce qu'elles ressentent est déjà une étape importante. Puis aussi de voir que encore vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose, Nausicaa a mentionné, environ 50% des personnes qui ont suivi un AVC expérimentent la fatigue. La deuxième stratégie consiste à s'informer. Donc, on voit beaucoup de personnes ici à ce webinaire. Donc, commencez à participer à des webinaires. Vous pouvez aussi consulter des sources d'informations fiables ou discuter de la fatigue post-AVC avec votre professionnel de la santé, avec votre équipe de soins lors de votre prochain rendez-vous. Donc ici, dans le diapo, vous voyez une liste des ressources. Je pense qu'ils vont mettre ça dans le chat aussi. Donc, c'est des ressources qui sont faciles à lire, sont bien faites pour la public. La troisième stratégie, c'est l'activité physique. D'engager dans l'activité physique régulière. Donc, il y a beaucoup des bénéfices qu'on voit dans la littérature et partout. L'activité physique, ça favorise la libération d'endorphines qui contribuent à améliorer notre humeur, le sommeil. Il aide aussi à améliorer la récupération motrice, l'endurance. Et avec le temps aussi, vous voyez que certaines activités qui peut-être demandaient beaucoup d'énergie avant, maintenant, ils peuvent devenir plus faciles à accomplir.
Mais ce qui est vraiment important est d'y aller graduellement et d'être à l'écoute de votre corps. Donc, peut-être avant, vous pouvez prendre en marche pour 1 heure et c'était pas de problème. Mais maintenant, une demi-heure, c'est mieux pour vous. L'important, c'est de participer à des activités physiques régulières et aussi être à l'écoute de votre corps. Pour les intervenantes, un petit note. Lorsque vous planifiez vos interventions, tenez compte de la fatigue post-AVC. Prévoyez des pauses pendant les séances. Si possible, adaptez votre horaire, l'horaire de la personne aux besoins de la personne. Par exemple, quelqu'un peut prendre beaucoup de temps le matin, donc un séance dans l'après-midi peut être mieux. Pour une autre personne, il préfère le matin parce qu'il a plus d'énergie. Donc, n'oubliez pas ce petit truc-là. Le 4e stratégie, c'est la conservation d'énergie. L'un des modèles les plus utilisés pour gérer la fatigue, c'est les 4 P. Donc, prioriser, planifier, rythmer les activités, le pacing, et positionner son environnement. Donc, une autre façon simple de comprendre ce modèle est de penser à votre énergie comme à une batterie de votre téléphone cellulaire. Certaines journées, elle est bien chargée, d'autres, elle l'est moins. Chaque activité consomme une partie de cette énergie. Donc, les 4 P, ce que je vais parler maintenant, ça vous aide à utiliser cette batterie plus efficacement pour éviter qu'elle ne se vide trop rapidement. Prioriser, d'abord, c'est identifier ce qui est vraiment important et commencer par ces activités. C'est aussi se demander si certaines tâches peuvent attendre ou être confiées à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, vous réveillez le matin, vous avez une liste de tâches à faire. Les courses, promener le chien, le jardin, préparer un repas, visiter un ami. Donc, prenez un petit pause puis pensez, y a-t-il certaines activités qui peuvent être reportées ou même regroupées? Par exemple, si vous voulez, il faut promener le chien. Peut-être, vous pouvez voir un ami pendant la promenade. Puis, ou une autre idée, peut-être livrer l'épicerie au lieu d'aller au magasin pour une visite d'une demi-heure ou 1 heure qui prend beaucoup d'énergie. À planifier. Planifier, c'est repartir les activités les plus exigeantes au cours de la journée. Donc, si vous avez plus d'énergie le matin, c'est peut-être le meilleur moment pour faire votre marche ou votre séance en physiothérapie. Au contraire, si vous avez plus d'énergie après un CS dans l'après-midi, peut-être c'est mieux pour vous. Et prévoyez également les périodes de repos pour recharger votre batterie. Donc, ça, c'est l'autre point, se rythmer. C'est trouver cet équilibre entre l'activité et le repos. Des pauses régulières permettent souvent d'éviter les grandes baisses d'énergie et de préserver votre batterie. Puis enfin, adaptez votre positionnement et votre environnement. Par exemple, gardez la téléphone, le cellulaire, les lunettes, la bouteille d'eau près de vous. S'il faut cuisiner, rassemblez les ingrédients avant de cuisiner. Utilisez peut-être un panier pour transporter plusieurs objets ou un sac. Rangez les objets que vous utilisez plus souvent à une hauteur qui est facile, puis non dans le sous-sol ou plus haut dans la cuisine ou quoi que ce soit. Donc, là, vous pouvez économiser l'énergie pour ce qui compte le plus. La 5e stratégie est la thérapie cognitivo-comportementale. Cette approche, ça aide à modifier certaines façons de penser afin de mieux composer avec vos symptômes. Elle est offerte par des professionnels formés. Donc, ça peut être soit un psychologue, neuropsychologue, travailleurs sociaux. Donc, si cela vous intéresse, je ne vais pas parler trop là parce que moi, je ne suis pas l'expert, mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès de votre équipe soignante puis demander si ils peuvent soit trouver quelqu'un pour vous ou quoi que ce soit. La 6e, c'est participer à la réduction de stress basée sur la pleine conscience. En anglais, c'est appelé mindfulness therapy. Là aussi, il est recommandé de le faire avec une personne formée. Le plus efficace est de suivre un programme structuré
Il y a des programmes qui consistent, il y a des séances hebdomadaires, généralement pendant 8 semaines. Donc, c'est intense. Cela dit, certaines techniques de la pleine conscience peuvent s'avérer bénéfiques. Par exemple, la respiration, le yoga. Donc, il y a encore, on pourrait passer toute une séance à aborder sur la pleine conscience. Moi, encore, je ne suis pas l'expert, mais si cela vous intéresse, vous pouvez encore parler à votre équipe soignante, soit pour des idées, des activités à faire ou pour une séance plus structurée. La 7e stratégie, puis ça, c'est important pour tout le monde, non seulement une personne qui a assez bien AVC. Les bonnes habitudes de sommeil. Donc, d'abord, dormez pour une durée suffisante. Donc, 7 heures à 9 heures. Établissez un horaire de sommeil régulier. Donc, un jour, si on dort 6 heures, puis le lendemain, c'est 10 heures. Oui, le moyen, ça peut être 7 à 9 heures, mais c'est pas assez. C'est pas régulier, puis ça nous aide pas. Puis aussi, comme juste Marie-Hélène a mentionné, de mettre l'alarme. J'aime ça beaucoup. Mettre l'alarme à l'heure à laquelle vous pensez que votre corps se réveille naturellement. Donc, si 6 heures, c'est trop tôt, ben mettre ça à 8 heures. Mais assurez-vous d'avoir 7 à 9 heures de sommeil régulier. Participez à des activités physiques régulières, comme j'ai mentionné avant, selon vos capacités. Prévoyez une petite sieste en après-midi, environ 20 à 30 minutes. Donc encore, on retourne à Marie-Hélène parce que vous avez mentionné, c'était très clair la manière que vous avez expliqué ça. Une sieste de 3 heures, peut-être, c'est pas une sieste, puis ça ne nous aide pas. Donc 20 à 30 minutes, c'est idéal. Puis ça, le plus difficile, évitez les écrans, téléphone, ordinateur, télévision avant de vous coucher. Évitez la caféine aussi dans l'après-midi. Si vous préférez un verre de thé, prenez sans caféine. Évitez de manger 2 heures avant le sommeil. Mettez en place une routine relaxante. Donc, on peut peut-être s'inspirer de la pleine conscience, respiration, relaxation, avoir un calme, un environnement très calme avant de se coucher. Puis, optimiser l'environnement. La lumière, la température. Certaines personnes aiment ça être plus froid le nuit, le soir. Le bruit. Donc oui, si on prend ces éléments en considération, ça peut nous aider beaucoup avec le sommeil. La 8e stratégie, c'est à reconnaître votre niveau d'énergie, adapter, mais surtout communiquer vos besoins aux personnes qui vous entourent. Expliquer à votre entourage comment la fatigue vous affecte. Par exemple, ça peut être votre conjoint. Informez votre conjointe ou la famille, vos amis que vous pourriez avoir besoin de repos après certaines activités. Avant, non, mais maintenant, oui, après un marche ou après une certaine activité, vous avez besoin une demi-heure. Vous ne pouvez pas aller tout de suite à l'autre tâche. Au travail, discutez des accommodements possibles avec votre gestionnaire. Lors de vos rendez-vous avec la physio, l'ergo, n'hésitez pas à mentionner si certaines activités ou certains exercices sont trop exigeantes. Puis aussi, cette bonne communication permet souvent de mieux gérer la fatigue de jour à jour. Puis, la dernière stratégie, ça c'est non pharmacologique, c'est pour les proches aidants. Encore, le témoignage de Marie-Hélène, c'était un très bon exemple. Pour les proches aidants, vous jouez un rôle essentiel. Votre compréhension, votre patience et votre soutien peuvent faire une réelle différence dans la gestion de la fatigue pour AVC. Des GESINC, donc les GESINC peuvent faire toute la différence. C'est à vous peut-être d'aider la personne à mettre en œuvre les stratégies mentionnées. On a parlé des pauses, mais peut-être c'est à vous d'encourager la personne à prendre des pauses. L'encourager à commander les épiceries ou les médicaments en ligne au lieu d'aller au magasin. Peut-être l'aider à réorganiser certains objets dans la maison. Et ce qui est le plus important, c'est de croire la personne lorsqu'elle dit qu'elle est fatiguée. Parce qu'à l'envers,
ce que nous avons lu dans la littérature, lorsque la fatigue est minimisée ou mal comprise, cela peut compliquer le rétablissement et augmenter la détresse, autant physique qu'émotionnelle. Donc, votre rôle n'est pas de faire disparaître la fatigue post-AVC, mais elle est d'accompagner votre proche pendant qu'il apprend à vivre avec cette réalité. Donc, je vais passer ça à Nausicaa parce qu'elle va mentionner, elle va parler plus des stratégies pharmacologiques maintenant. Merci, Aïcha. Donc, une autre prise en charge de la fatigue post-AVC, c'est les traitements pharmacologiques. Donc, certaines études, ils ont démontré qu'il y avait une certaine efficacité du modafinil chez certaines personnes qui souffrent de la fatigue post-AVC. Le modafinil, c'est un stimulant du système nerveux central et il est habituellement utilisé pour la narcolepsie. Aussi, les antidépresseurs ont été étudiés, mais ce n'est pas recommandé pour les personnes qui n'ont pas de dépression ou d'anxiété en plus de la fatigue post-AVC. Ce qui est important, c'est que de parler à votre médecin ou à votre professionnel de la santé. Donc, une des questions que le monde pose souvent, c'est est-ce que la fatigue post-AVC disparaît avec le temps? La fatigue post-AVC, c'est une condition complexe qui se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Elle peut être influencée par plusieurs facteurs et les données de recherche disponibles sont insuffisantes pour tirer une conclusion définitive sur la question. Donc, comme on l'a mentionné, la fatigue, elle peut s'améliorer dans certains cas. Dans d'autres cas, elle peut demeurer stable. Cela dit, certaines stratégies étudiées dans la littérature, comme ceux mentionnés par Marie-Hélène et Aïcha, ça peut entraîner une amélioration de la fatigue post-AVC. Donc, maintenant, je passe à la conclusion. Désolée. Donc, en conclusion, la fatigue post-AVC, c'est une affection complexe qui est vécue différemment d'une personne à l'autre. Il y a des stratégies qui existent pour gérer la fatigue post-AVC. Et si vous pensez souffrir de la fatigue post-AVC, parlez à votre médecin ou à votre professionnel de la santé. Et maintenant, je vais passer la parole à Elisabeth pour débuter la séance de questions. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Nausicaa. Merci beaucoup à notre conférencière, Aïcha, Nausicaa, Marie-Hélène, pour vos excellentes présentations fortes, intéressantes. Un remerciement spécial pour Marie-Hélène pour nous avoir partagé son expérience vécue, son histoire de résilience également, et tous les conseils pour nos patients ou les personnes qui vivent avec une expérience vécue qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, nous sommes déjà rendus à la période des questions. Utilisez la boîte de questions et réponses pour nous écrire vos questions. Ok. Les autres conférenciers, s'il vous plaît, pouvez-vous ouvrir vos caméras? Parfait. OK. Donc, la première question est pour Nausicaa. La fatigue post-AVC est-elle principalement physique, cognitive ou les deux? Merci pour la question. En fait, la fatigue post-AVC, elle est très variable, très différente de personne en personne. Donc, chez certaines personnes, ça va être juste une fatigue physique. Chez d'autres, ça va être la fatigue cognitive ou, euh, dans la plupart des cas, ce sera les deux. Parfait. Merci beaucoup. La question suivante, c'est pour Marie-Hélène. Alors, quel serait votre meilleur conseil pour les personnes qui vivent avec, qui viennent de subir une AVC? Être doux avec vous-même. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc, juste apprécier ça, apprécier les gens autour de vous qui sont là pour vous aider, les médecins qui vous ont sauvé la vie. Euh, Remercier les gens. Juste, ouais, puis apprécier les petits plaisirs. Mm. Parfait. Merci, Marie-Hélène. J'ai une autre question pour Aïcha. Comment les professionnels en réadaptation peuvent-ils adapter leurs séances de thérapie pour une personne qui vit avec de la fatigue? Oui, bien d'abord, c'est de tenir compte, je pense, de la fatigue post-AVC. Donc,
n'oublie pas que c'est une réalité. On peut peut-être faire le dépistage ou demander à la personne d'exprimer ses symptômes. Aussi, c'est prévoir les rendez-vous au moment où la personne a plus d'énergie, si possible. Des fois, c'est pas nécessairement réaliste. Aussi, donner des pauses. Donc, avoir cette discussion avec la personne. Prenez des pauses aux besoins, adapter les activités aux besoins. Ouais. Parfait. Merci, Aïcha. J'ai une autre question pour Nausicaa. Est-ce que la fatigue post-AVC, un AVC hémorragique et un AIT, ah, ok, d'accord, je m'excuse. Oui, est-ce qu'il y a aussi de la fatigue post-AVC quand il s'agit d'AVC hémorragique et AIT? Oui, vous pouvez avoir, pour les AVC hémorragiques, AVC ischémiques, vous pouvez avoir la fatigue post-AVC. Même pour les AIT, vous pouvez avoir la fatigue post-AVC, mais il y a une plus grande proportion que c'est les AVC ischémiques et hémorragiques qui vont avoir la fatigue post-AVC. D'accord, parfait, merci beaucoup. J'ai une question pour Marie-Hélène. Qu'est-ce qui vous a plus aidé à vous rétablir? Prendre soin de moi physiquement, puis émotionnellement. Puis des fois, les deux sont reliés. Justement, l'ergothérapeute mentionnait la pleine conscience. Oui, la pleine conscience, la méditation, le moment présent. Ouais, c'est pas mal ça. Puis l'entourage, ben, c'est sûr, Parfait, merci. fantastique. Ouais. Donc, la prochaine question, c'est pour Aïcha. Comment savoir si l'on fait trop dans le cadre de sa réadaptation ou des activités quotidiennes? Ouais. Mais pour chaque personne, j'imagine que c'est différent. Donc, juste être attentif. Peut-être une activité peut vous pouvez sentir plus de fatigue, plus des symptômes. Ça, c'est un exemple. Par exemple, si une activité est plus facile un jour, mais l'autre jour, ça, vous sentez plus fatigué, là, vous voyez que peut-être c'était trop. Si dans la journée après une séance d'exercice, il faut annuler d'autres tâches ou prendre un pause plus long, là, vous voyez que peut-être c'est trop. Donc, être à l'écoute de votre corps, puis de voir est-ce que les symptômes ont changé, est-ce que je suis plus fatiguée, est-ce qu'aujourd'hui c'est différent que hier, puis n'hésitez pas toujours de prendre des pauses. Puis la fatigue, c'est pas nécessairement un problème, ça peut être quelque chose que si c'est bien géré, puis ça peut être il faut juste le prendre notre corps en note puis prendre des pauses au besoin. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre question pour Nausicaa ou Aïcha. Étant donné la nature subjective de la fatigue, y a-t-il des échelles validées pour mesurer le degré de fatigue et suivre son évolution dans le temps ou les impacts des interventions? Des échelles, ben, peut-être, dans ce cas, je peux juste parler vite des échelles. Il y a plusieurs échelles qui sont là pour la fatigue, pas nécessairement pour la fatigue post-AVC, mais sur un diapo, il y a plusieurs qui existent. Donc, oui, on peut avoir une échelle à un certain moment, puis voir après s'il y a un changement. Mais c'est ça, il n'y a pas quelque chose de spécifique. Aussi, il y a beaucoup d'auto-évaluation. Donc, même vous-même, vous pouvez poser des questions puis avoir cette échelle, imprimez-le puis faire des questions vous-même pour voir, OK, aujourd'hui, moi, j'ai eu comme je me sentais comme un 5 sur 7 sur cet élément-là. Puis, dans 3 mois, oh, maintenant, je suis comme un 4 ou c'est moins, je suis moins fatiguée qu'avant. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, est-ce que dans Ouais. ces cas, vous aurez d'autres réponses supplémentaires? Comme Aïcha a mentionné, c'est aussi important de faire une évaluation en plus des échelles. C'est vraiment questionner la personne qui a la fatigue post-AVC, comment elle se sent et comment ça impacte encore ses activités et c'est quoi sa progression. Parfait, merci. J'ai une dernière question. Est-ce que l'échelle Fatigue Severity Scale a été traduite et validée en français? Je pense que oui. Je peux m'informer vite, vite. Je pense que oui. Ouais.
Ce qu'on pourrait faire aussi, si jamais était validé, nous, on envoie un courriel de suivi aux participants, donc on pourrait l'inclure également si cela existe. Oui, mais il existe en français, Ah, puis c'est OK. disponible. Si c'est validé, là, je peux répondre après pour voir si c'est validé en français, mais ça existe là. Parfait. Donc, parfait. Donc, on pourrait valider à la fin et envoyer avec le courriel de l'enregistrement de la vidéo, on pourrait répondre à cette question. Parfait. Donc, ça conclut notre période de questions. Euh, donc, un grand merci à vous trois pour votre participation d'aujourd'hui. Je voulais informer à tous et rappeler qu'il y a un enregistrement, comme je disais, de ce webinaire qui sera téléversé sur le site web de Cœur AVC ainsi que sur le site web des pratiques optimales des soins de l'AVC. Après le webinaire d'aujourd'hui, les participants, vous allez recevoir une évaluation, un courriel avec l'évaluation. Donc, merci de le remplir. Et une fois complétée l'évaluation, vous allez recevoir un certificat de participation. Les sites web de Cœur AVC contiennent énormément d'informations sur les soins de l'AVC et nous avons fait ressortir quelques ressources qui peuvent être pertinentes pour vous, que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, il y a des ressources telles que le faible niveau d'énergie, donc vous pouvez chercher l'information. Nous avons également une infolettre pour les personnes qui vivent avec les séquelles d'un AVC. Également, on a un guide qui s'appelle Votre cheminement après un AVC, notre communauté survivant d'un AVC pour les personnes qui vivent avec les séquelles d'un AVC et aussi pour les personnes, les proches aidants. Et puis aussi, on a des informations sur les recommandations canadiennes de pratique optimale en soins de l'AVC, sur le sommeil et la fatigue. Voici les références qui ont été partagées par nos conférenciers, seront disponibles par la suite. Prochaine. Voilà. Nous arrivons à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Un grand merci à nos conférenciers d'avoir partagé leur expertise, idées, points de vue. Un grand merci aussi à vous tous et toutes de vous être rejoints aujourd'hui pour savoir un peu plus sur la fatigue post-AVC. Passez tous et toutes un bel été et à bientôt.